Ma belle fille riait à table. Un rire clair, sonore, parfaitement à sa place, en apparence. Nous étions réunis pour un déjeuner ordinaire, un de ces repas où l'on prétend encore que la famille tient par des habitudes. La nappe était propre, les verres alignés, la tarte refroidissée sur le rebord de la fenêtre. Tout semblait normal, trop normal peut-être. Elle riait d'une anecdote sans importance, racontée avec ce ton assuré qui donne l'impression de maîtriser la pièce. Elle occupait l'espace. Les regards convergeaient vers elle. Mon fils souriait, fier, comme s'il avait trouvé dans ce rire la confirmation de un choix réussi. Moi j'étais assise au bout de la table, légèrement en retrait, la main posée sur mes genoux. Je regardais ce rire, pas avec jalousie, avec attention. Il y avait dans cette gaieté affichée quelque chose de tranchant, une aisance qui ne laissait pas de place au doute. Elle riait comme on affirme une position, comme on marque un territoire. À un moment, son regard a croisé le mien. Une fraction de seconde. Son sourire n'a pas faibli. Il s'est même élargi, comme si elle savourait une victoire que je n'avais pas encore comprise. « Tu ne vis pas, maman ?» a-t-elle dit. Doucement, trop doucement. Les conversations se sont arrêtées un instant. J'ai senti les regards glisser vers moi, attendre une réponse légère, une pirouette. J'ai souri à mon tour par réflexe. Un sourire discret, prudent. J'écoute et ai-je répondu. Elle a ri de plus belle. Mon fils aussi. Le repas a repris son cours, mais quelque chose venait de se déplacer. Un détail infime, presque invisible. Une ligne venait d'être franchie sans bruit. Les jours suivants, cette scène m'est revenue souvent. Le rire, le regard, cette sensation d'être tolérée plus qu'invitée. J'ai commencé à repenser à d'autres moments semblables que j'avais laissés passer. Les remarques déguisées en plaisanterie, les décisions prises pour simplifier, les silences quand je parlais trop longtemps. Je n'avais rien dit, comme toujours, parce que je croyais encore que le respect se gagne par la retenue. Un soir, j'ai retrouvé un document posé sur mon bureau, un papier que je n'avais jamais vu auparavant. Une estimation, des chiffres, des mentions juridiques. La maison, ma maison, celle que j'avais payée, entretenue, tenue debout quand tout vacillait. J'ai compris, sans encore oser le formuler, que le rire n'était pas innocent, qu'il accompagnait quelque chose de plus large. Une certitude. La certitude que tout se ferait sans moi, malgré moi. Quand j'ai demandé des explications, ma belle fille a haussé les épaules. On s'occupe de tout, a-t-elle dit en souriant. C'est plus simple. Encore ce mot, simple. Celui qu'on utilise quand on enlève à quelqu'un le droit de comprendre. Mon fils n'a pas protesté. Il regardait son assiette. J'ai senti une chaleur sourde monter en moi. Pas une colère explosive. Une lucidité froide. Celle qui vous traverse quand vous comprenez que la table familiale est devenue une scène et que vous n'y avez plus de rôle. Ce soir-là, je me suis couchée tôt. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé le plafond longtemps. J'ai repensé à ce rire, si assuré, si tranquille. À ce sourire qui ne craignait rien. Je ne savais pas encore comment ni quand. Mais une certitude s'est installée en moi, calme et irrévocable. Ce sourire ne survivrait pas à la vérité. Car il y a des rires qui ne tiennent que tant qu'ils ne sont pas regardés de près. Et il y a des tables où l'on rit, avant que le silence d'un tribunal ne fasse tomber les masques. Avant ce déjeuner où son rire avait résonné trop fort, il y avait eu une vie que je croyais solide. Une vie construite lentement, sans éclat, avec cette conviction tranquille que ce qui dure n'a pas besoin de s'imposer. Je me suis mariée tôt, dans un temps où l'on faisait des promesses sans imaginer qu'elles puissent un jour être renégociées. Mon mari travaillait beaucoup. J'ai appris à organiser, à tenir, à faire en sorte que la maison reste un lieu où on revient sans crainte. Je n'ai jamais compté les heures. Je comptais les saisons, les rentrées scolaires, les anniversaires. C'était ma manière d'habiter le monde. Quand mon fils est né, j'ai compris que j'allais vivre pour 2, puis pour 3, quand la famille s'est agrandie. Je n'ai pas ressenti cela comme un sacrifice. À l'époque, on n'appelait pas ça ainsi. C'était simplement la continuité des choses. On donne parce qu'on peut donner. On se tait parce que la paix est fragile. La maison, je l'ai choisie avec soin, pas pour sa valeur, mais pour sa promesse. Une cuisine claire, un jardin simple, une table assez grande pour accueillir les autres. J'ai réparé, repeint, entretenu. J'y ai vu passer les chagrins, les réussites, les silences aussi. Elle a tenu parce que je tenais. Après la mort de mon mari, j'ai continué. Je n'ai pas cherché à être consolée. J'ai maintenu l'équilibre pour mon fils, pour qu'il ne se sente pas déraciné. J'ai appris à faire avec l'absence, à ranger les souvenirs sans les effacer. Puis il a rencontré celle qui allait devenir ma belle-fille. Elle est entrée dans la maison avec assurance, comme on entre dans un lieu qui attendait déjà. Elle parlait vite, décidait vite, fuyait facilement. Je me suis dit que c'était une qualité,
Qu'elle apporterait ce que je n'avais plus l'énergie d'offrir, l'élan. Au début, j'ai cherché ma place, discrètement. Je faisais attention à ne pas être trop présente, à ne pas donner de conseils non sollicités. Je pensais que la retenue était une forme de respect. Je croyais encore que l'on me verrait comme un pilier, même silencieux. Les repas de famille se sont multipliés. Les conversations tournaient autour de projets qui n'étaient plus les miens. On parlait d'optimisation, de simplification, de ce qu'il faudrait faire. Je hochais la tête. J'écoutais. Je croyais participer. Je n'avais pas compris que peu à peu, on cessait de me consulter pour simplement m'informer. Mon fils avait changé de ton. Il parlait plus doucement comme si j'avais besoin qu'on m'explique. Il répétait parfois des choses simples. Je n'y ai pas vu tout de suite un glissement. J'ai attribué cela à l'inquiétude, à l'habitude de protéger. Je me disais que l'amour passe parfois par des maladresses. Je continuais à faire ce que j'avais toujours fait, accueillir, préparer, anticiper. Je pensais que ces gestes créaient une mémoire partagée, une dette morale silencieuse. Je pensais qu'on n'aurait pas longtemps de quelqu'un qui a tant donné. Je n'avais pas vu que la maison, aux yeux de certains, avait cessé d'être un lieu de vie pour devenir un enjeu, une valeur, une ligne sur un papier. Et que moi, dans ce calcul, je devenais un paramètre incertain. Quand je repense à cette période, je ne la juge pas durement. J'étais encore dans la croyance que le passé protège, que les années passées ensemble empêchent la légèreté cruelle, que le rire à table est un signe de santé, pas de domination. Je ne savais pas encore que ce rire-là s'appuyait sur une certitude, celle que je ne ferais pas obstacle, que je resterais à ma place, celle qu'on me laisserait. Je n'avais pas compris que ce que j'appelais la vie d'avant était déjà en train de se refermer, lentement, sous les éclats d'une gaieté trop sûre d'elle. Et pourtant, tout était déjà là. Les indices, les silences, les regards échangés au-dessus de moi. Il ne manquait plus qu'un pas de trop, et il serait fait. Les premières humiliations ne se sont pas présentées comme telles. Elles avaient la douceur trompeuse des habitudes qui, des singes sans bruit. Rien de frontal, rien de frontal, rien de frontal, rien de frontal, rien de frontal ont trouvé leur chemin. Au début, ce furent des plaisanteries, des phrases lancées à table, avec ce rire que je connaissais désormais trop bien. Maman, tu es incorrigible. Elle raconte toujours la même chose. On riait et je riais aussi, par réflexe, parce que je croyais encore que l'humour protège. Puis il y eut les décisions prises sans moi. L'heure du déjeuner était placée, un invité annoncé à la dernière minute, un meuble changé de place. Rien d'important, disait Taou, rien qui mérite discussion. On s'est dit que ce serait plus simple, simple. Ce mot revenait souvent. Il justifiait tout. Je me souviens d'un dimanche précis. J'avais préparé un plat que mon fils aimait autrefois. Je l'ai posé sur la table avec cette satisfaction discrète, des gestes répétés depuis des décennies. Ma belle fille a goûté puis a reposé sa fourchette. C'est un peu lourd, non? À notre âge, on mange plus léger. À notre âge. Elle parlait pour moi. Elle décidait de ce que mon âge autorisait. Mon fils n'a rien dit. Il a continué à manger comme si cette phrase n'avait pas franchi une limite. J'ai souri. Encore. Je me suis dit que je devenais susceptible, que je cherchais des signes là où il n'y en avait pas. J'ai préféré douter de moi plutôt que d'eux. Les objets ont commencé à bouger. Mes papiers rangés ailleurs. Mon carnet déplacé. Une pile de documents disparus. On a fait du tri, ma tête en haut, on expliquait, tu accumules trop. Accumuler. Je conservais. La différence est essentielle. On parlait parfois de moi à la troisième personne, alors que j'étais dans la pièce. Elle devrait se reposer davantage. Elle se fatigue trop. Je devenais un sujet de conversation, pas une interlocutrice. Bon après-midi, j'ai surpris un regard. Un échange rapide entre mon fils et sa femme, juste après que j'ai donné mon avis sur quelque chose d'insignifiant. Un regard qui disait « Elle ne comprend pas ». Ce regard m'a fait plus de mal que toutes les paroles. J'ai commencé à me taire davantage. Pas par sagesse, par instinct de survie. Je sentais confusément que chaque mot pouvait être utilisé pour renforcer une image, que je ne contrôlais plus, celle d'une femme dépassée, nostalgique, encombrante. Je faisais attention à mes phrases, à mon ton, à mes gestes. Je m'observais vivre comme si je devais prouver, en permanence, que j'étais encore capable. Cette vigilance m'épuisait. Un soir, j'ai demandé où était passé un document important. Ma belle fille a soupiré. « Tu es sûre de l'avoir posé là ?» Cette question, si banale en apparence, a ouvert quelque chose en moi. Elle contenait un doute glissé sans preuve. Une invitation à remettre en cause ma propre mémoire. Et ce doute venant d'elle trouvait un écho immédiat chez mon fils. « Peut-être que tu as oublié ?» Ah, il ajoutait. Je n'avais pas oublié.
Mais je n'ai pas insisté. Ces humiliations n'étaient jamais spectaculaires. Elles n'auraient choqué personne vu de l'extérieur. C'est justement pour cela qu'elles fonctionnaient. Elles s'additionnaient, elles fabriquaient un récit où je devenais progressivement moins fiable, moins centrale, moins légitime. Je me suis vue devenir prudente dans ma propre maison. Demander avant d'agir, attendre avant de parler, m'excuser sans savoir pourquoi. Et chaque soir en me couchant, je repensais à ce rire à table. À cette assurance tranquille. Je comprenais peu à peu que ce rire se nourrissait de mon silence. Je croyais encore préserver la paix familiale. Je n'avais pas compris que cette paix se construisait désormais à mes dépens. Ces petites humiliations n'étaient pas des maladresses. Elles dessinaient une pente, et je la descendais sans encore voir où elle menait. Mais au fond de moi, une résistance muette commençait à s'organiser, lentement, silencieusement. La goutte d'eau n'a pas pris la forme d'une dispute. Elle est arrivée sans bruit, un matin ordinaire, dans la banalité d'un geste administratif. C'est souvent ainsi que l'injustice s'installe. Elle ne crie pas, elle classe. Je cherchais un relevé bancaire. Rien d'urgent, pensais à jeu. Une vérification par habitude. Le tiroir était ouvert, rangé d'une manière qui n'était pas la mienne, trop nette, trop logique. J'ai senti une légère tension dans la nuque, cette alerte silencieuse qui précède la compréhension. Au fond, il y avait une chemise cartonnée, fine neuve. Mon nom était inscrit dessus, d'une écriture ferme, qui n'était pas la mienne. J'ai ouvert. À l'intérieur, des copies, des estimations, des échanges imprimés, et puis ce document, à projet. Quelques pages seulement mais lourdes comme une condamnation. Il y était question de la maison. Ma maison, d'une réorganisation patrimoniale, d'une meilleure gestion à court terme. Je me suis assise. J'ai relu. Une fois, 2 fois, les mots étaient choisis avec soin, polis, presque bienveillants. Mais le sens était clair. Je n'étais plus le centre des décisions. J'étais devenu un élément à déplacer. Quand ma belle-fille est entrée, je tenais encore le document entre les mains. Elle s'est arrêtée net, a compris immédiatement. Son sourire a vacillé puis s'est recomposé. « Ah, tu as trouvé ça. Ah, t'a-elle dit comme si j'avais découvert un cadeau mal rangé. Qu'est-ce que c'est ?» Et ai-je demandé. Elle a aussi les épaules, avec cette aisance qui m'avait tant frappé à table. C'était rien de définitif. On regarde les options. On toujours ce pluriel qui m'excluait. Mon fils est arrivé à son tour. Il a lu le papier rapidement, puis a posé la main dessus, comme pour en reprendre possession. Ce n'est qu'un projet, a-t-il dit. Qu'au plus tard, quand je ne serai plus en état de m'y opposer. J'ai senti une chaleur souille monter dans la poitrine, pas une colère explosive. Une clarté froide, presque douloureuse. Je comprenais enfin. Le rire à table, les plaisanteries, les silences. Tout conduisait ici. Vous avez parlé de ça sans moi, et qu'ai-je dit? Ils n'ont pas nié. Ils ont expliqué. Toujours. Expliquer est une façon élégante de contourner. On ne voulait pas t'inquiéter. C'est technique, tu nous fais confiance, non? Cette dernière phrase m'a frappé comme une gifle douce. La confiance invoquée pour justifier la dépossession. J'ai regardé les pages, les chiffres, les mots juridiques, je savais lire, je savais comprendre, et ce que je comprenais, c'était que tout était prêt pour se faire sans mon accord, avec mon silence, comme signature implicite. À cet instant, quelque chose s'est brisé. Définitivement, pas mon amour pour mon fils, il s'est fissuré ailleurs. Ce qui s'est brisé, c'était l'idée que je pouvais encore me taire sans conséquence. Je me suis levée. Lentement. J'ai rangé les papiers dans la chemise avec un soin presque cérémonieux. Vous auriez dû me le dire. Et ai-je murmuré. Ma belle-fille a soupiré impatiente. Tu dramatises. Ce mot a scellé ma décision. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement compris que la table familiale n'était plus un lieu de partage, mais une scène où l'on riait pendant que d'autres écrivaient l'avenir à votre place. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai ouvert un carnet oublié. J'ai noté la date, le document, les phrases exactes, chaque détail, non par vengeance, mais par nécessité. J'avais cessé d'être naïve. Je savais désormais que le rire de ma belle-fille n'était pas une simple joie. C'était l'assurance de quelqu'un qui pensait avoir déjà gagné. Elle se trompait. Car à partir de ce jour, je ne protégerai plus l'illusion de l'harmonie. Je protégerai ce qui m'appartenait encore. Ma lucidité, mon droit, ma voix. Et quand la justice s'invite, même les sourires les plus sûrs finissent par disparaître. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas parce que j'étais agitée, mais parce que quelque chose en moi s'était mis à veiller. Une vigilance nouvelle, lucide, presque sévère. Je revoyais les pages du projet, les phrases lisses, le on répété comme un refrain qui m'excluait de ma propre vie. Je comprenais enfin que le danger n'était pas brutal, il était poli, raisonnable, administratif.
Je me suis demandé à quel moment exact j'avais commencé à disparaître. Ce n'était pas le jour du document, ni même celui du rire à table. C'était plus ancien, peut-être le jour où j'avais accepté qu'on parle à ma place, ou celui où j'avais cru que me taire était une preuve de sagesse. J'avais confondu paix et effacement. Allongé dans le noir, j'ai passé ma vie en revue. Les choix faits pour les autres, les renoncements silencieux, les décisions repoussées. J'avais vécu dans l'idée que l'amour protège. Je découvrais qu'il peut aussi aveugler. Je me suis levée et j'ai allumé la petite lampe près du lit. J'ai ouvert le carnet commencé la veille. J'ai écrit sans chercher le style, des phrases courtes, des dates, des faits. Le document trouvé dans le tiroir. La phrase tu dramatises. Le rire à table. Écrire me calmait. Chaque mot posé sur le papier me rendait un peu de terrain. Je n'étais pas folle. Je n'exagérais pas. Je n'étais pas sensible. Ce que je vivais avait une logique, et cette logique pouvait être démontée. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Longtemps, j'ai observé mon visage, ses rides, ses marques. J'ai vu la fatigue, oui, mais j'y ai surtout vu une cohérence intacte. Mes pensées étaient claires, mes souvenirs précis, mon jugement solide. On pouvait me vieillir, pas m'effacer. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'espérer une explication honnête de leur part. Je n'attendais plus qu'ils reconnaissent quoi que ce soit. J'avais compris que ceux qui construisent un projet sans vous ne le font jamais par ignorance mais par calcul. Je n'ai parlé à personne ce jour-là. J'ai continué à vivre normalement. J'ai préparé le repas. J'ai répondu calmement. J'ai même souri. Ils ont dû croire que tout s'apaisait, que le document m'avait effrayé puis rassuré. Mon silence redevenait, à leurs yeux, un acquiescement. En réalité, il devenait une protection. Je me suis mise à observer avec plus d'attention les mots employés, les moments où l'on me regardait avant de répondre. Les silences trop rapides. Je notais mentalement ce qui relevait de l'inquiétude réelle et ce qui servait à construire une image, celle d'une femme âgée, dépassée, qu'il faudrait bientôt aider. Cette image, je le savais désormais, pouvait devenir une arme. Alors j'ai commencé à me renseigner, pas ouvertement. Discrètement, j'ai lu, j'ai appris, sur le droit, sur la propriété, sur les procédures. J'ai découvert que l'âge n'est pas un critère suffisant, que la loi demande des preuves, que les sourires n'ont aucune valeur juridique. Chaque information me rendait plus calme, plus ferme. Je ne préparais pas une vengeance. Je préparais une défense, et cette nuance était essentielle. Elle me permettait de rester droite. Je pensais parfois à mon fils, à l'enfant qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu. Cette pensée me serrait la poitrine, mais elle ne m'arrêtait plus. On peut aimer et refuser d'être sacrifié. Ces deux vérités peuvent coexister. Ces deux vérités peuvent coexister. Quand j'ai refermé mon carnet ce soir-là, j'ai su que je ne reviendrais pas en arrière. Quelque chose avait basculé sans bruit, mais définitivement. Je n'étais plus une femme qui subit en espérant. J'étais devenue une femme qui comprend, qui anticipe, qui prépare. Il riait encore à table. Il ne savait pas que, dans le silence de mes nuits, je reprenais déjà ce qui m'avait toujours appartenu, le contrôle de mon histoire. À partir de ce moment-là, je n'ai plus laissé place à l'improvisation. Chaque geste avait un sens, chaque silence une fonction. Je ne cherchais plus à comprendre leurs intentions. Je cherchais à protéger les miennes. J'ai commencé par ce que j'avais toujours respecté, les faits. À matin, j'ai pris mes papiers et je suis sortie sans prévenir. Pas de valise, pas de discours, un simple sac. Et cette détermination tranquille, qui naît quand on a cessé d'attendre l'autorisation d'exister. Le cabinet du notaire était à l'écart discret. Un lieu sans emphase, sans drame. C'était exactement ce qu'il me fallait. Je n'ai pas raconté ma vie, j'ai exposé une situation. Des documents, des dates, des phrases précises. Le notaire m'a écouté sans m'interrompre, terlisant chaque pièce, avec cette lenteur méthodique qui inspire confiance. La maison est à votre nom. A-A-T-A-I dit simplement. Rien de plus, rien de moins. Cette phrase a posé une première pierre, solide, indiscutable. Il m'a expliqué ce que je pouvais faire, ce que je devais éviter, comment protéger mes décisions sans provoquer inutilement. J'ai compris que la loi ne crie pas. Elle encadre. Elle attend qu'on l'utilise avec rigueur. Ensuite, j'ai consulté un avocat. Pas celui qu'on aurait choisi pour moi. Un autre, place neutre, place précise, je lui ai montré le projet trouvé dans le tiroir. Les estimations, les échanges. Il a levé les yeux vers moi. Ce document n'a aucune valeur sans votre consentement, mais il révèle une intention. C'était exactement ce que je pensais. Et désormais, je savais comment transformer cette intention en preuve. J'ai continué, j'ai demandé mes relevés bancaires, j'ai vérifié chaque mouvement.
Rien n'avait encore été fait, mais tout était prêt. Trop prêt, j'ai noté, classé, copié. Je voulais que chaque pièce raconte la même histoire, la mienne. À la maison, je n'ai rien changé. J'étais aimable, présente, silencieuse. Je continuais à m'asseoir à table pendant que ma belle-fille riait sur d'elle. Elle croyait que le temps jouait pour elle. Elle ne savait pas que je l'utilisais mieux qu'elle. Je faisais attention à mes paroles, pas par peur, par stratégie. Toute émotion excessive aurait servi leur récit. La femme fragile, la mère inquiète, je ne leur offrais rien de cela. J'ai également pensé à l'après, à ma vie. Pas en réaction, mais par projection. J'ai visité un appartement lumineux, calme, un lieu choisi, pas signé. J'ai signé une promesse, seule. Ce geste-là, je l'ai savouré en silence. Il disait tout ce que je n'avais plus besoin d'expliquer. Les semaines passaient, les sourires à table devenaient plus tendus. Ma belle-fille parlait davantage. Trop pâle et cherchait à reprendre le contrôle par la parole, je l'écoutais poliment. Je savais que les mots n'avaient plus la même portée. Un soir, mon fils m'a demandé si tout allait bien. Tu es très calme, a-t-il. Et dit, je l'ai regardé. J'ai réfléchi, et ai-je répondu. C'était la vérité, mais pas celle qu'il imaginait. Je savais désormais que je ne serais pas seule si la situation basculait. J'avais des alliés silencieux. Des documents, des signatures, des dates. La loi n'a pas besoin d'émotion pour agir. Elle a besoin de cohérence. Je n'étais pas en train de me venger. Je me protégeais. Et cette différence faisait toute la force de ce que je préparais. Il effrayait encore. Mais déjà, sans le savoir, il marchait vers un lieu où le rire ne suffit plus. Un lieu où seuls les faits parlent. Et j'y étais prête. Le jour de l'audience, il n'y a pas eu de tension spectaculaire. Pas de cris, pas de scène. Seulement cette sensation étrange que tout ce qui avait été préparé dans l'ombre allait enfin être exposé à la lumière. Ma belle-fille était arrivée la première. Elle portait ce même sourire que je connaissais trop bien, un sourire d'assurance, presque mondain, comme si le tribunal était qu'un prolongement de la table familiale où elle régnait. Elle parlait bas, riait encore, convaincue que rien ne pouvait vraiment lui arriver. Mon fils se tenait à côté d'elle, silencieux, déjà moins sûr. Je me suis assise sans les regarder. J'avais choisi une tenue simple, neutre. Je ne voulais pas paraître fragile, ni triomphante. Je voulais être juste. Mon avocat m'a salué d'un léger signe de tête. Tout était prêt. Quand le juge est entré, le silence s'est imposé naturellement. Il a pris le temps de lire. Longtemps ce silence-là n'était pas vide. Il pesait, je voyais les épaules de ma belle-fille se raidir peu à peu. Son sourire s'était figé puis avait disparu comme une expression oubliée. On a donné la parole à mon fils. Il a parlé d'inquiétude, de fatigue, de protection. Les mots étaient bien choisis, mais il manquait de chair. À chaque affirmation, le juge demandait « Sur quoi vous basez-vous ? Avez-vous un document ? Une attestation indépendante ?» Les réponses devenaient hésitantes. Les phrases se raccourcissaient. Ma belle-fille a pris la parole à son tour. Elle a parlé vite, trop vite. Elle expliquait, justifiait, minimisait. Elle souriait encore, par réflexe, comme si ce sourire pouvait combler les vides de son dossier. Mais ici, personne ne riait. Puis ce fut mon tour. Je n'ai pas raconté mon chagrin. Je n'ai pas évoqué les humiliations. J'ai parlé de faits, de dates, de documents. J'ai expliqué comment j'avais découvert le projet, comment j'avais consulté, comment j'avais pris des décisions seule. Mon avocat a déposé les pièces sur la table, une à une. Le notaire, les relevés, les attestations médicales, les preuves de cohérence. Le juge a levé les yeux. « Madame, vous savez exactement ce que vous faites. » a-t-il dit. Cette phrase a suffi. Il s'est alors tourné vers ma belle-fille. Son regard était calme, mais ferme. « Madame, sur quoi repose votre certitude que votre belle-mère n'était plus en capacité de décider ?» Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a cherché mon fils du regard. Il ne l'a pas regardé. Nous pensions, a-t-elle commencé. Penser n'est pas prouvé, a interrompu le juge. À cet instant précis, j'ai vu son visage changer. Pas de colère, pas de panique. Une prise de conscience brutale. Elle venait de comprendre que son assurance, son rire, son aisance n'avaient aucune valeur ici. Le jugement est tombé sans emphase. Les démarches engagées sans mon consentement ont été reconnues comme abusives. Les documents litigieux ont été écartés. Les intentions dissimulées consignées. Le dossier refermé, je n'ai rien ressenti d'explosif. Pas de joie éclatante. Juste un apaisement profond, comme si un poids invisible quittait enfin mes épaules. À la sortie, personne n'a parlé. Ma belle-fille ne souriait plus. Elle regardait droit devant elle, le visage fermé. Mon fils marchait derrière, lentement, comme s'il découvrait pour la première fois l'étendue de ce qu'il avait laissé faire. Je ne me suis pas retournée.
Je savais que cette confrontation n'effaçait pas les blessures, mais elle avait marqué une frontière claire, une limite qu'il n'avait pas cru nécessaire de respecter, et que la loi venait de rappeler. Ce jour-là, le piège ne s'est pas refermé avec fracas. Il s'est refermé avec précision, et c'est souvent ainsi que la justice agit, sans bruit, mais sans retour possible. Après le jugement, rien ne s'est effondré d'un coup. Il n'y a pas eu de cri, pas de porte claquée. L'éclatement s'est fait autrement, plus sournois, plus durable, comme une fissure qui s'élargit lentement jusqu'à rendre toute construction inhabitable. Nous sommes sortis du tribunal sans un mot. Ma belle-fille marchait devant, le dos droit, mais son pas n'avait plus la même assurance. Le sourire avait disparu, remplacé par une rigidité nouvelle, presque douloureuse. Mon fils suivait, en retrait, le regard bas. Je n'ai pas cherché à capter leurs expressions. Je n'en avais plus besoin. Les jours suivants ont été marqués par une atmosphère étrange à la maison. Une prudence excessive, des phrases trop mesurées. On me demandait mon avis sur des détails insignifiants, comme pour rattraper quelque chose qui ne pouvait plus l'être. Cette sollicitude tardive sonnait faux. Elle n'était pas une reconnaissance, elle était une conséquence. Ma belle-fille parlait beaucoup au téléphone. Derrière des portes fermées, elle expliquait, justifiait, se présentait comme victime d'un malentendu. J'entendais mon nom parfois, prononcé avec cette intonation qui cherche l'adhésion. Je ne l'écoutais pas vraiment, je savais que la vérité avait cessé de lui appartenir. Dans la famille élargie, les réactions ont été rapides. Des messages sont arrivés, certains compatissants, d'autres accusateurs. On me reprochait d'avoir judiciarisé une affaire familiale, comme si l'on oubliait volontairement que ce sont eux qui avaient convoqué la loi en premier, persuadés qu'elle leur serait favorable. Je n'ai répondu à aucun message. Le silence, cette fois, n'était plus une fuite. C'était un choix. J'avais compris que toute explication serait interprétée comme une tentative de justification, donc comme une faiblesse. Je n'avais plus à me défendre. Un soir, la tension a éclaté entre mon fils et sa femme. Je n'ai pas tout entendu, mais j'ai perçu l'essentiel. Les reproches croisés, les phrases coupées, les accusations à peine voilées. Chacun cherchait désormais à se dégager de la responsabilité, à prouver que l'idée ne venait pas de lui. Quand une stratégie échoue, les alliances se délitent. Je me suis tenue à l'écart. Pas par indifférence, par lucidité. J'avais compris que ce conflit ne me concernait plus directement. J'en avais été l'objet. Je n'en étais plus l'enjeu. Cette distance nouvelle m'a apporté un soulagement inattendu. J'ai commencé à préparer mon départ, sans annonce, sans drame. J'ai trié mes affaires, donné ce qui ne me suivrait pas, conservé l'essentiel. Chaque objet choisi était une affirmation silencieuse. Je décide encore. Je décide toujours. Mon fils m'a observé faire un soir sans intervenir. Tu pars, a elle dit finalement. Ce n'était pas une question, c'était un constat. J'ai acquiescé. Il n'a pas insisté, il savait au fond que rien ne pourrait être réparé par des mots tardifs. La maison avait cessé d'être un lieu de contrôle. Elle était devenue un espace transitoire, vidé de son pouvoir. Le dernier dîner a été bref, poli, presque administratif. Ma belle-fille évitait mon regard. Elle ne riait plus. Ce silence-là lui appartenait désormais. Je n'y ai rien ajouté. Le lendemain, je suis partie tôt. Une valise, mon sac, mon carnet. Sur le seuil, je me suis arrêtée un instant. J'ai regardé cette maison où j'avais été accueillie, puis effacée, puis rétablie par la loi. J'ai compris alors que la justice ne répare pas les liens, elle les révèle. Et ceux qui avaient été révélés ne pouvaient plus être recouverts par des sourires, ni par des silences arrangés. Je suis montée dans le taxi sans me retourner. Derrière moi, la famille se recomposait déjà autour de ses propres fissures. Devant moi, il n'y avait pas de promesse grandiose, juste une route claire. Je savais que cet éclatement n'était pas une victoire, c'était une conséquence, inévitable, et parfois, accepter les conséquences est la forme la plus honnête de liberté. Je me suis installée dans un lieu que je n'avais pas besoin de défendre. Un appartement modeste, lumineux, choisi pour son calme plus que pour son adresse. Les fenêtres donnaient sur une cour arborée. Le matin, la lumière y entrait doucement sans s'imposer. Pour la première fois depuis longtemps, rien ne me rappelait ce que j'avais perdu. Tout me proposait ce que je pouvais encore devenir. Les premiers jours, j'ai fait peu de choses. J'ai défait mes cartons lentement, comme on apprivoise un espace. J'ai posé les livres sur une étagère, le carnet sur la table, une photo ancienne près de la lampe. Chaque objet retrouvait sa place sans négociation. Personne ne commentait, personne ne décidait à ma place. Cette simplicité avait quelque chose de profondément réparateur. Je marchais beaucoup, sans but précis. J'apprenais les rues, les habitudes du quartier, les heures creuses.
Je devenais une présence ordinaire, sans histoire connue, sans rôle assigné. Cette discrétion choisie me rendait à moi à même. On me regardait sans m'évaluer. On m'y parlait sans me corriger. J'étais une femme parmi d'autres. J'ai repris des rituels anciens. Lire le journal au café du coin. Écrire l'après à midi quand le silence se fait plus dense. Préparer des repas simples pour moi seule. J'ai redécouvert le plaisir de manger sans commentaire, sans regard qui jauge. Les gestes quotidiens reprenaient leur sens. Ils n'étaient plus surveillés, ils étaient vécus. Parfois le passé revenait. Un rire entendu dans la rue, une table dressée derrière une vitre, et l'image de ma belle fille s'imposait malgré moi. Je laissais ces souvenirs passer. Ils ne me dominaient plus, ils n'étaient plus des preuves à charge contre moi. Ils devenaient des repères, voilà ce que je ne voulais plus revivre. Mon fils a appelé une fois. Sa voix était prudente, presque administrative. Il parlait du temps, du travail, de choses neutres. Il n'a pas évoqué le tribunal, ni son silence, ni le sourire disparu de sa femme. Je n'ai rien demandé, j'ai compris que chacun doit affronter sa part de vérité à son rythme. La mienne était déjà derrière moi. Je n'ai pas cherché à reconstruire des liens à tout prix, j'ai laissé la place aux rencontres imprévues. Une voisine qui m'a proposé un café. Un homme âgé qui promenait son chien chaque matin et s'arrêtait pour parler de rien. Une libraire attentive qui me mettait de côté des ouvrages anciens. Ces liens-là ne demandaient pas d'effort. Ils existaient parce qu'ils étaient simples. Un après-midi, assise sur un banc, j'ai réalisé que je n'étais plus en reconstruction. J'étais arrivée quelque part. Pas dans un bonheur éclatant, mais dans une stabilité douce, tenace. Je respirais mieux. Je dormais sans surveiller mes pensées. Je n'anticipais plus les remarques. Je réfléchissais parfois au pardon, pas comme un devoir, comme une possibilité intérieure. Pardonner, ai-je compris, ne signifie pas revenir ni excuser. Cela signifie cesser de laisser la colère décider à votre place. Je n'étais pas pressée, la paix ne se décrète pas, elle se cultive. Ce que j'avais gagné n'était pas visible, pas mesurable, mais c'était solide. J'avais récupéré le droit de choisir, de dire non, de me taire quand je le voulais. J'avais retrouvé la souveraineté de mes gestes et de mes silences. Cette souveraineté-là ne dépendait plus de personne. Le soir, en fermant les volets, je ressentais parfois une gratitude calme. Pas envers ceux qui m'avaient blessé, envers moi-même, d'avoir tenu, d'avoir compris, d'avoir agi sans fracas. Je savais que la dernière étape approchait, non pas un événement, mais une parole intérieure, celle qui met un point final sans amertume. Une parole simple, droite, qui regarde le passé sans le laisser gouverner, à venir. Je n'avais plus besoin d'être approuvée pour me sentir légitime. J'avais choisi la vie qui me ressemblait. Et cette décision, silencieuse mais ferme, me portait désormais vers une paix qui n'avait plus à se justifier. Il m'arrive encore de repenser à ce rire, pas pour le raviver, ni pour m'y accrocher, mais pour mesurer le chemin parcouru depuis. Le rire à table sûr de lui, léger comme une évidence. Et puis le silence du tribunal, dense, irrévocable. Entre les deux, il y a eu ma décision. Une décision sans éclat, sans vengeance déclarée, mais ferme comme une ligne tracée à l'encre indélébile. Je vis désormais dans une simplicité qui me ressemble. Les jours ne se ressemblent pas tous, mais ils m'appartiennent. Je choisis l'heure à laquelle je sors, la musique que j'écoute, les mots que j'écris. Cette liberté ordinaire est devenue mon bien le plus précieux. Elle ne s'exhibe pas, elle se pratique. Elle se défend parfois sans bruit. Je n'ai pas cherché à réécrire l'histoire familiale. Elle existe avec ses manques et ses angles morts. J'ai compris que la justice ne répare pas l'amour, mais qu'elle empêche l'effacement. Elle remet des limites là où l'on avait confondu proximité et pouvoir. Elle ne promet pas la paix des cœurs. Elle garantit la clarté des droits. Et cette clarté, je l'ai accueillie comme on accueille l'air après une longue apnée. Je pense souvent aux femmes qui doutent encore. Celles à qui l'on parle doucement pour mieux décider à leur place. Celles dont les silences sont interprétés comme des consentements. Celles qui croient qu'il faut attendre d'être écoutées pour parler. Je voudrais leur dire que la parole n'est pas toujours la première étape. Parfois ce sont les faits, les dates, les signatures, les rendez-vous pris seuls. Parfois se préparer vaut mieux que s'expliquer. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. Cette idée me paraît désormais étrangère. J'ai cessé de penser en termes de victoire et de défaite. J'ai posé une limite pour ne pas disparaître. J'ai choisi de rester entière, même si cela signifiait accepter des distances définitives. L'amour ne justifie pas l'effacement, et la loyauté n'oblige pas au renoncement. Il y a eu des moments de mélancolie, oui, des images qui reviennent sans prévenir, une table dressée, un geste familier, un rire entendu ailleurs. Je les accueille sans me juger. La mélancolie n'est pas une faiblesse,
Elle est la trace de ce qui a compté. Elle rappelle que j'ai aimé sincèrement, même quand on n'a pas su m'aimer justement. Je n'ai pas raconté mon histoire pour accuser. Je l'ai portée jusqu'ici parce que certaines vérités demandent à être dites, pour ne pas se répéter. Parce qu'à force de se taire pour préserver, on finit par consentir à l'inacceptable. Et consentir, c'est offrir à l'injustice un avenir. Aujourd'hui, je marche plus lentement, mais je sais où je vais. Je parle moins, mais chaque mot m'appartient. Je n'ai plus besoin de convaincre, ni d'expliquer. Je n'ai plus à prouver ma capacité à décider. Je la vis, et cela suffit. Si je devais laisser un message, un seul, à celles et ceux qui hésitent encore, ce serait celui-ci. Ne laissez personne écrire votre fragilité à votre place. Prenez des notes, demandez des preuves. Entourez à vous de compétences calmes. Et gardez cette force tranquille, qui naît quand on décide de ne plus se trahir. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas cherché l'humiliation de l'autre. J'ai avancé pas à pas avec des documents, des dates, des choix assumés. J'ai laissé la loi faire son travail, et j'ai appris que la dignité peut être silencieuse sans être passive, ferme sans être brutale. Je vis désormais avec cette certitude simple, on peut être douce sans être soumise, aimante sans être effacée, agir sans être dépossédée. Le silence peut aussi être une forme de justice.